Où est-ce que je suis? Est-ce que c'est l'enfant? Oh putain non. Bah c'est très bien Alès. Et c'est très bien Pittsburgh. Je comprends pas. Je comprends pas, il est très bien ce set. Il est même meilleur que celui que j'ai à la maison. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai qu'environ 150 abonnés. Et bien que ça fasse peu pour une fanbase, et c'est pas prêt de s'arranger, ça ne m'empêche pas d'avoir une requête de temps en temps. Et le film dont on va parler aujourd'hui est celui qui m'a été demandé le plus souvent, à savoir plus d'une fois. Et curieusement, ces demandes sont arrivées avant que je décide de ne faire une série sur les remakes. Ce qui m'indique qu'on s'apprête à faire un joli plongeon dans un océan de merde. Alors allons-y sans plus tarder. Les Visiteurs en Amérique. Merci, messieurs. Merci, vous êtes fort bon. Les Visiteurs en Amérique est un remake de... Oh oui, attendez, vous vous demandez sans doute pourquoi c'est pas un match entre le remake et son original. Bah pour deux raisons. La première, c'est parce que, pas besoin de le présenter, l'original. Et de deux, et vous l'aurez sans doute deviné, les Visiteurs franco-français gagnent haut la main. Pas du tout besoin de confrontation. Alors évidemment, ça ne m'empêchera pas de les comparer. Mais je voulais quand même qu'on soit clair avant que je commence. Bref, Les Visiteurs en Amérique a été réalisé en 2001 et si on en croit les réactions du public, il a eu le même effet sur la série qu'un avion sur deux certaines tours cette même année. Le film est rempli de stars de l'époque qu'on ne voit curieusement plus des masses aujourd'hui. Christina Applegate, Tara Reid, Malcolm McDowell, mais avant tout, Christian Clavier et Jean Reno, qui reprennent leur rôle, quoique leurs noms ont été changés, ce qui me laisse un petit peu perplexe. Pour moi, Thibaut de Malfette et Godefroy le Hardy ne sont pas si différents à prononcer en termes de difficulté. L'inclusion de Reno et Clavier nous donne à nous, public français, une familiarité réconfortante, et pour les Américains, un petit peu aussi, puisque Jean Reno n'est pas un inconnu, avec des apparitions dans Godzilla et Léon. Mais ces deux loustiques présentent un gros problème qui mine le film de bout en bout. Essayez de voir de quoi je parle. En vérité, 30 générations de malfaites me séparent d'elles. Mais les demoiselles d'ici sont fort charmantes. Nous sommes voués à la damnation. J'adore ta chariot. Et il s'y connaît. La synchronisation labiale est atroce. Pour les acteurs américains, passe encore, quoiqu'à certains moments on peut se dire qu'aucun effort n'a été fait. Mais nos deux compatriotes brisent le peu d'immersion possible en se doublant eux-mêmes, de manière très convaincante qui plus est. Mais leur bouche n'est pas synchro et à de très nombreux moments, mon cerveau est obligé de rétrograder d'une vitesse et a l'impression que le son et l'image du film sont décalés et que du coup, je vais devoir le racheter. Ce qui pose un petit problème de cohérence. On pourrait s'imaginer que Thibaut Godefroy et André Jacou, ils se parlent en français quand ils sont entre eux, mais non! Bien entendu que le public américain est beaucoup trop feignant pour lire des sous-titres. Quoique la question « comment ça se fait que deux pégus français arrivent à parler couramment anglais ?» a une réponse dans le scénario, et ce qui m'amène tout naturellement aux différences entre les deux films. La première différence notable dans le scénario est que dans ce film, notre Godefroy national courtise une princesse anglaise en pleine guerre de 100 ans. Mais ceci ne plaît pas à un autre prétendant qui décide de l'ensorceler, comme dans l'original. Il tue sa promise plutôt que son futur beau-père, est jeté en prison où il demande l'aide de l'enchanteur qui le propulse non seulement dans le futur, mais aussi par-delà l'Atlantique dans une séquence digne de l'original. Ils sont partis dans les couloirs De l'espace et... du temps. Arrivés directement à Chicago, ils sont recueillis par la descendance et c'est ainsi que la comédie commence, sauf que cette fois-ci, l'enchanteur décide de les suivre dans Les couloirs de l'espace et... du temps. pour un bonus théorique de rigolade. Et j'insiste sur le théorique parce que le magicien il s'adapte curieusement bien au futur, contrairement à God Thibault et Jacques André. Mais qu'est-ce que cela? Et surtout, puisque le château des Montmifettes est resté outre-Atlantique chez nos amis brexitaniens, il n'y a aucune raison d'incorporer tous les personnages et toutes les sous-intrigues qui y sont associées. La chevalière des Montmirail,
aucune incidence sur le scénario. La verroterie volée par André la fripouille ne déclenche aucune aspiration d'œsophage chez son propriétaire, ce qui certes est un bout de scénario des Visiteurs 2, mais uniquement parce que dans le 1, le duc de Pouille est mort, ce qui n'est pas le cas pour son équivalent dans le remake. Je vous laisse donc juger par vous-même si c'est une opportunité manquée ou pas, les commentaires sont ici, mais aussi et surtout, les personnages absents génèrent une réaction en chaîne qui aboutissent à ce type. Et je vous détaille l'opération. Le château en lui-même est au centre du dénouement. Il est donc nécessaire d'en avoir les grandes lignes, malgré son absence, et ce tout en conservant les scènes à potentiel humoristique, comme par exemple la scène du restaurant, qui dans le film original se trouvait dans la maison de la descendance. Dans le remake, il y a beaucoup de monde autour de la table. Jean Raffet, Jack et la Patouille, Applegate et ce Tartuffe qui s'appelle Hunter et qui sera l'équivalent de Jacquard en sa qualité d'intendant des intérêts financiers du château. Une personne qui n'est pas autour de la table en revanche est Edgar Bernet qui a disparu du scénario, ce qui veut dire pas besoin de dentiste, qui se trouvait également être le mari de la descendance. Oui, mais les scènes dans la maison sont vitales au film, alors on va insérer ce Roukmout en guise de concubin. Oui, mais c'est là que ça se complique, vous voyez, parce que malgré son statut d'équivalent de Jacquard, le rouquin ne peut pas se prétendre être le petit fillot de Christian Clavicouille, parce que ça voudrait dire que la belle américaine a fréquenté la descendance d'un Français gras et laid. Et ça, c'est ce qu'on appelle un incident diplomatique. Non, je plaisante. La vraie raison, c'est que, contrairement à Jacquard qui a une raison d'être un snob teigneux, Hunter est méchant parce qu'il faut un méchant. Et pour montrer qu'il est méchant, on montre qu'il a une maîtresse qui est blonde, un peu comme Isabelle Nanty. Et voilà, la boucle est ainsi bouclée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sauce que représentent les Visiteurs a été diluée pour le public américain. Ce qui fait que beaucoup de blagues et toute la subtilité du scénario a été perdue à l'export. Et il ne reste qu'une succession de plaisanteries semblables à l'original, mais qui ont perdu beaucoup de leur impact. Impact qui est lui-même dilué par le manque d'énergie des acteurs et surtout de leur doublage. Enfin, quand je dis « et leur doublage », ça veut aussi dire quand ils n'ont pas oublié de le terminer au milieu d'une phrase. La digue du cul en revenant de Nantes. La digue du cul coming back from Nantes. Du coup, j'ai commencé à faire mon documentaliste et recenser toutes les blagues de merde et effets pourris. Et le film fournit à tour de bras au début. Entre le dragon en 3D moche qui apparaît et puis est immédiatement oublié, certains plans en fond vert bien crasseux, et bien entendu le cliché de la grosse femme noire qui hurle, verni d'une blague en dessous de la ceinture. Et puis un peu comme avec la synchronisation labiale, mon cerveau a rétrogradé d'une vitesse, et je me suis retrouvé avec de bien curieuses pensées. Au début, je trouvais que Malcolm McDowell était bien pourri, et quand j'ai vu qu'il suivait Renette et Clavouille dans le futur, j'ai sorti la bouteille de schnapps en élaborant un jeu à boire, mais il s'améliore avec le temps. J'ai trouvé que la cinématographie était pas très subtile, avec des angles bien fous quand on veut montrer que Godelier et Jacques Olfripo paniquent, mais d'une, c'est mieux que rien, et de deux, c'est isolé à la première demi-heure. Et puis est arrivé le moment fatidique que je vous livre sans altération. Hé, vieille barrique! Tu oses rudoyer la jante demoiselle? T'es qui, toi, d'abord? Je suis André, je te pisse dessus! Ouais, ben j'ai honte de l'admettre, mais j'ai rigolé. De bon cœur même. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Malcolm McDowell avait quelques scènes assez originales. Pas drôles, mais intéressantes. L'action est un peu cliché, mais le coup du cheval dans le métro, ça passe. En tout cas, plus que dans True Lies. La scène de Thibaut de Malpincourt dans le bar est complètement stupide, mais dans le contexte du film, non seulement ça change, mais en plus ça passe. Tararide est stéréotypée, mais attachante. Même la fin du film réussit l'exploit d'être exactement la même que l'original, et pourtant avoir le sentiment qu'une suite n'est pas du tout nécessaire, rien qu'avec la façon dont les personnages nous sont présentés au début. Enfin, quand je dis la fin, je veux parler de la toute fin, parce que le dénouement en lui-même joue la carte de la sécurité. Du coup, la sécurité de l'époque, ça fait qu'on a l'impression par moment de regarder Taxi avec une pincette de Maman j'ai raté l'avion. Ce qui traîne un peu en longueur, un peu comme dans True Lies d'ailleurs. Mais même là, je dois admettre que l'esthétique de la scène où Jean Reno retrouve le XIIe siècle a de quoi plaire. Elle est de loin pas aussi barrée que dans l'original, en fait elle est même pas barrée du tout, mais cette espèce d'image figée toute blanche, ça fonctionne.
Bon, c'est après que ça se gâte quand même, parce que le film oublie d'expliquer comment Thibaut découvre que c'est Warwick qui a voulu l'empoisonner, ou d'ailleurs comment il a récupéré sa couronne. Mais bon, en termes d'incohérence scénaristique, on n'était déjà plus à ça près. Donc oui, il a fallu que mon cerveau change 2 fois de rapport, mais après ça, cette version édulcorée des Visiteurs s'est laissée regarder jusqu'au bout. Face à l'original, il fait clairement pas le poids. Et même en tant que comédie, c'est pas franchement une réussite, mais si vous faites abstraction de tout ça, ce qui est une sacrée tâche à demander, je vous l'accorde, Les Visiteurs en Amérique est regardable. Un film pour toute la famille, sans gros risques, ni gros impact, mais très loin de la fiente ultra cosmique. J'ai un peu honte de l'admettre, mais j'ai eu régulièrement le sourire aux lèvres, et comme je l'ai déjà dit, j'ai ri une fois de bon cœur. Et je ne peux pas en dire autant des Visiteurs 3, qui est immonde de A jusqu'à Z. Mais ça vous le savez déjà. Oh non, non, je vous en prie, non, arrêtez! Silence, la vieille riboute. On a tendance à beaucoup cracher sur ce film en France, et c'est normal puisqu'on a été élevé avec l'original. Mais dites-vous bien que ça, les télés le savent et ne le diffuseront plus jamais. Donc, si vous voulez voir ce film, vous vous le serez infligé tout seul. Un remake doit être jugé par le filtre de son original, et ceci condamnera toujours Les Visiteurs en Amérique. Toujours. Mais, en guise d'adaptation pour faire découvrir la série aux États-Unis, je peux comprendre. De toute façon, c'est pas eux qui feront l'effort de s'intéresser aux originaux. Bon, on m'en donne un de remake 100% pourri. Et quand est-ce que je rentre chez moi ? Salut les aminches, ici Pirez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode qui, je vais pas vous mentir, a été très compliqué à résumer en une dizaine de minutes. Je tiens à remercier particulièrement Link the Sun qui a choisi de ne pas tacler ce film, préférant plutôt écouter son public et choisir les nouvelles aventures d'Aladin. Et je l'invite tout cordialement à ne rien avoir à foutre de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Salut!